Et bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de l'année 2025 et toujours en bonne compagnie de Victor et Harley. Comment ça va les amis? Nickel, nickel, toi, bien. Eh ben moi ça va bien aussi, hein. Tout va très bien. Encore, donc, comme je disais, un nouvel épisode pour Cosmos France. Comme vous savez, reprenons l'actualité. On essaye à peu près toutes les 2, 4 semaines de vous faire un petit récapitulatif de ce qui se passe dans le bourg du Cosmos. Donc on va commencer cette semaine avec un petit planning, mais qui est quand même assez intéressant parce qu'on va s'ouvrir un peu à d'autres opportunités et on va commencer du coup avec IBC Eureka. Et Eureka, d'ailleurs, c'est très drôle parce que le nom par lui-même vient peut-être nous sauver. On va voir, hein, on n'en est pas encore sûr, mais Eureka, qu'est-ce que c'est? Donc une technologie, hein, je crois. On a vu pas mal de sujets sur la gouvernance à voir justement même aux côtés des validateurs, les upgrades qui vont venir. Il y a des tests qui ont déjà été effectués, mais du coup, qu'est-ce que c'est vraiment? Je sais pas s'il y a un expert à nos côtés, mais je crois que vous avez déjà un peu regardé de quoi on parle. Est-ce que quelqu'un pourrait nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que cette Eureka et à quoi ça va servir? Victor, non, vas-y, commence. J'ai pas les détails exacts. Enfin, c'est open source. J'ai un peu regardé le code. En fait, enfin, ce que j'ai compris, c'est que il y a l'IBC V2 qui est une spécification. Donc ça, c'est open source. Enfin, c'est open. C'est-à-dire que n'importe qui peut l'implémenter. Et Eureka est une implémentation de l'IBC V2 faite par l'ICL qui appartient au hub. Et ICF? Et donc, ouais, l'ICL ou l'ICL maintenant on dit, hein. Et Oui, alors ICL c'est la partie donc Interchain Labs qui appartient du coup à ICF, donc la fondation, mais du coup c'est la partie technique, voilà la partie Labs. donc ça a été développé par eux et apparemment, en tout cas, c'est ce qui va permettre. L'IBC V2 est une simplification assez drastique de l'IBC. L'IBC, à la base, c'était super simple de se connecter quand tu es une chaîne Cosmos. Mais par contre, quand tu n'es pas une chaîne Cosmos, c'était très compliqué de l'implémenter a posteriori. On mettait une année pour faire une connexion je sais plus qui l'avait fait, je crois, c'est Picasso sur Avalanche. Picasso l'avait fait effectivement donc Composable pour Ouais. Solana. Donc, tu vois, ça se comptait sur les doigts d'une main. Et c'était compliqué, ça mettait du temps. L'ICI V2 est une grosse simplification et apparemment ça peut se faire en quelques semaines. Donc c'est ce que fait l'ICL avec Eureka. Donc Eureka, c'est une implémentation de l'IBC V2, donc c'est le produit du Cosmos Hub qui permet de s'interconnecter en implémentant l'IBC V2 à Ethereum. Donc ça va être la première connexion, ce sera sur Ethereum. Et a priori, moi ce que j'ai pas encore compris, c'est comment ils disent que ça va apporter de la valeur à Atto. Ça, j'ai pas compris comment. En tout cas, visiblement, c'est un produit qui nécessite une infra, qui est donc proposée par le hub, et c'est ça qui nécessitera un financement, c'est-à-dire que les gens qui vont l'utiliser vont devoir payer pour cette infra. Et entre autres, ils font un prover, apparemment, ça utilise les ZK Proof, et ils font un prover qui permet de faire fonctionner tout ça. Donc a priori, c'est pour ça que le hub va proposer ce produit, et il pense que ce sera utilisé parce que effectivement n'importe qui peut implémenter ça, la BCV2, mais c'est une infra assez lourde. Donc du coup, ce sera proposé par le hub et a priori, l'idée c'est que comme c'est assez lourd à faire, à lancer au moins toute cette infra, ben, ils pensent que techniquement, les blockchains vont plutôt utiliser le produit du Cosmos Hub plutôt que de le faire eux-mêmes. C'est ça. Juste pour ajouter, euh, le, le problème, le double problème. Oui, ça nécessite une infra, donc des prouveurs, des relayeurs, des machins, un peu dans tous les sens, sur les différentes chaînes que tu veux pouvoir, pour connecter les différentes chaînes que tu veux pouvoir relayer et connecter. Et même si c'est ouvert, comme tu as dit, et open source IBCV2 et que n'importe qui a les compétences et qui a les financements nécessaires pour créer ces connexions et avoir toute l'infra. Si quelqu'un d'autre le met en place, pour un besoin, c'est pas fongible avec ce que le hub mettra en place. L'intérêt est double d'utiliser le hub, c'est que si tu l'utilises pas, ça veut dire si le hub est très utilisé, Eureka, si IBC Eureka est très utilisé, et que toi tu dis ouais mais non moi je veux faire le mien de mon côté, je veux mettre ma connexion et mettre tous mes trucs, voilà, et ben au final tu te retrouves avec des assets qui seront pas compatibles, qui seront pas fongibles. Tu auras un asset différent que celui qui serait le canonique, donc l'asset canonique qui passera par le hub. Donc si Osmosis se dit bah ouais par exemple moi
je suis capable et j'ai envie de me connecter directement à Ethereum, Solana, je sais pas trop qui, Il sera obligé de et passer par ben le hub. voilà, sans passer par le S'il hub par passe pas exemple. par le hub, sinon il a une autre dénomination. C'est C'est ça, ça, c'est il y aurait toujours une autre dénomination interne et du coup, bah, tu pourrais pas juste dire, ah, c'est la même chose. Il faudrait une pool pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Et du coup, ça fragmente quand même la liquidité. La seule chose, donc, pourquoi est-ce qu'une chaîne pourrait vouloir faire ça? C'est si elle a pas envie de passer par le hub. En gros, pas envie de payer les fees au hub. Parce que la façon de la manière pour que ça rapporte à l'atome, parce que c'est ça un peu l'objectif aussi, c'est que ça rapporte à l'atome. Donc il y a faire venir la liquidité. S'il y a plus de liquidité dans Cosmos, bah, forcément tout le monde en bénéficie, dont Atom, surtout s'il est au centre de tout ça. Et puis il y a les fees, donc les fees qui sont pour utiliser IBC Eureka. Euh, tu, euh, tu devras payer pour chaque transfert entre Ethereum et le hub. Ouais. Ouais. Même sur eux, même sur Axel, ça vient tout juste d'ajouter les. Enfin, alors oui, il y a des fees, mais ils viennent tout juste d'ajouter les propriétés qui rapportent vraiment de la valeur aux jetons. C'est un peu ce qui se À passe du Excel. coup, si je comprends bien, avec Atom. Là, il n'y avait pas vraiment trop de valeur ajoutée, c'était les relayeurs qui payaient. Mais là, du coup, il y aura vraiment une valeur ajoutée pour le token, peut-être un buyback ou quelque chose comme ça. C'est ça. Ce qu'on n'a Un pas les burn. détails, c'est comment est-ce qu'il va y avoir oui du buyback, du burn, ouais, ça. En tout cas, ils le disent. Non, pardon, vas-y. ce que je veux dire, c'est juste qu'on voilà, on sait pas encore ce que ça, par quel mécanisme. Ça a l'air très indirect pour l'instant. Pour l'instant, c'est oui, il y aura de la liquidité qui va affluer, etc. C'est euh, les les euh, les portes vont être grandes ouvertes et puis ça va faire venir du monde et du coup il y aura des fees un peu partout. Plus voilà, il y aura des gens qui vont utiliser IBC Eureka et donc ça ramènera des fees. Mais d'un côté, ça paye les prouveurs toute l'infra. Donc Oui, oui, c'est j'imagine qu'il cher. faut que ça rapporte un peu pour ça. Et puis le bénéfice, on ne sait pas comment ce sera utilisé. L'ICF décidera euh, d'utiliser ça pour le redistribuer aux stakers, pour faire du rachat. Ça, on n'a pas trop d'infos pour l'instant. Après, je tiens quand même, enfin, parce que là, on parle de détails techniques, mais c'est quand même très alléchant. Je veux dire, sur le papier, c'est quand même une connexion à Ethereum. Ça veut dire que, a priori, le point d'entrée, déjà, enfin, le point d'entrée pour avoir de l'Ethereum, ça existe déjà, l'Ethereum dans l'univers Cosmos, mais c'est un l'Ethereum via XLR, via différents bridges. Ce qu'ils promettent, a priori, c'est que ce sera un bridge moins cher que les autres, basé sur l'ABC de trustless. Il n'y a pas de multisig, il n'y a pas de, voilà, c'est euh, trustless. Et c'est surtout facile à implémenter. Donc là, pour l'instant, il va y avoir Ethereum fin du mois de mars. Déjà, il y a déjà la proposal là, sur le forum. Ensuite, il prévoit Solana. Et ensuite, il prévoit tous les L2, les principaux L2, d'après ce que j'ai compris de Ethereum. Ça veut dire que le Cosmos Hub va se placer en tant que bridge officiel entre ces infrastructures. C'est-à-dire que au-delà de faire rentrer de la liquidité dans Cosmos, ça permet de faire le pont aussi entre Ethereum et Solana. Ce sera une solution de bridge, c'est-à-dire que ça peut être utilisé par d'autres personnes que les utilisateurs de Cosmos. Tout ça parce que Skip devrait aussi s'imposer. Enfin, l'idée c'est aussi que le SkipGo, l'application, je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, voilà, le SkipGo c'est un moyen de faire du bridge assez simple, ou peut-être jonction plus tard, je ne sais pas. Peut-être une collaboration d'ailleurs, hein. C'est pas annoncé encore, hein. Mais ouais, effectivement, si effectivement toutes les applications font leur boulot de détecter le chemin le moins cher, le bridge le moins cher, et qu'a priori le Cosmos Hub se débrouille pour être le moins cher, ce sera peut-être le plus utilisé. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça fait venir de la liquidité vers le Cosmos, mais c'est pas le seul avantage, c'est que ça permet de faire le bridge aussi entre des L2. Je suis pas un expert d'Ethereum, mais il me semble que Vitalik a dit que c'était une lacune pour l'instant dans l'univers des L2 et d'Ethereum. C'est les bridges entre L2. Donc là, Ah, il y a eu un très gros investissement dans Acros qui permet justement de faire ça. Dans le milieu des bridges, il y a pas mal de choses pas mal de, on va dire, d'approches différentes entre les intents, ce qu'on fait, est-ce qu'on utilise des solvers, etc. C'est un peu compliqué. Chaque approche a ses bénéfices et surtout l'inverse. On verra quoi. Moi, j'aime bien l'esprit de comment ça s'appelle de d'IBC qui a été réutilisé. Il faut le dire, hein, par exemple Hyperlane, genre Layer 0. Toutes ces technologies en fait, c'est un peu des répliques du coup de ce qu'a fait justement IBC avec justement cette fonctionnalité de
loquer dans un côté pour reminter de l'autre. Donc ça c'est un modèle qui est plus sécure et c'est connu quand même que la plupart des autres bridges qui existent, même si ça a encore parfois quelques petites lacunes, mais c'est quand même déjà pas mal. Donc ce qui est bien, c'est que peut-être on va pouvoir arriver donc du coup avec un IBC V2 et Eureka à pouvoir potentiellement concurrencer du coup des layers 0 qui sont très très bien implémentés, donc avec des très grosses liquidités sur toutes les chaînes EVM, ou justement des hyperlanes qui vont scale assez rapidement, avec peut-être moins de sécurité qu'un CCIP de Chainlink par exemple, mais on peut espérer du coup une unification du coup et un retour, un passage vraiment des liquidités via le hub. Alors après, est-ce que c'est un peu théorique et utopiste? Est-ce que du coup ça va vraiment se passer comme ça? Comment ils vont réussir aussi à gérer ces contrats? Est-ce que vous avez déjà un peu, je sais pas, parce que alors un natif Ethereum c'est quand même cool, mais du coup il faut aussi pouvoir l'utiliser ensuite. Après, Il faut des protocoles défis. Et effectivement, moi, pour l'expliquer d'une autre manière, moi, je vois ça. C'est un peu différent, mais je vois ça comme un peu l'équivalent de Noble pour l'USDC. Noble émet de l'USDC dans l'écosystème Cosmos. Le Cosmos Hub serait le nouvel émetteur d'Ethereum, d'Ether donc, sur l'univers Cosmos. Ouais. Ensuite, Solana, etc. Après, il faut effectivement trouver des débouchés. Il faut que dans l'univers Cosmos, il y ait des débouchés. et quelque chose qui est prévu aussi sur le hub, donc on a peut-être déjà parlé, je crois, c'est la partie Cosmwasm Permissionless. Donc c'est la possibilité de développer des applications directement sur le hub pour n'importe qui, des applications avec... Et aussi, ils vont ajouter un EVM permissionless. Donc c'est la possibilité pour les développeurs Ethereum de reprendre leur contrat, leur smart contract qu'ils ont déjà développé en Solidity sur Ethereum et de les remettre, les déployer sur le Cosmos Hub pour que du coup cette liquidité, si tu es un développeur de l'écosystème Ethereum, tu as déjà une appli qui marche bien, je sais pas trop quoi, et que tu dis ça fait peut-être Prenons sens AV par exemple. Voilà, c'est ça. Tu dis ça fait peut-être sens de la déployer sur le Cosmos. Bah, tu vas avoir le Cosmos Hub sur lequel il y aura de la liquidité qui va venir, etc. Tu as accès à toute la liquidité du Cosmos, plus la liquidité d'Ethereum. Je veux dire, pour moi, ça fait sens d'aller déployer ton contrat sur le Cosmos Hub. Et du coup, bah, c'est la flywheel qui fait que les choses se passent. Le hub, ça devient l'endroit où se passent les choses. Avant, le hub, c'était l'endroit où rien ne se passait. À part le drama, à part la gouvernance, à part tout ça, le hub, c'était quand même vraiment très statique pendant assez longtemps. Et là, dernièrement, ce qu'on voit depuis l'arrivée de Skip, ICL, etc., c'est ça bouge. C'est que on ressent un peu ce changement et cette volonté de se développer et de pas juste rester passif et de laisser les chaînes annexes se développer. C'est là que c'est que le hub il est prêt à prendre ses responsabilités et à aller partout, je pense. Enfin, je pense il se met plus de limites. Avant, il y avait des limites dans le style il faut pas concurrencer les autres chaînes parce que c'est les app chaînes, c'est elles qui doivent faire leur boulot, etc. Et le hub, il doit être neutre, etc. Je crois que ça, c'est terminé. Donc Ouais. maintenant, le hub doit penser à lui-même. Et on a ICL qui est là pour développer Atom et le hub. Et donc, c'est ce qu'ils ont pris en charge. Ouais, je suis plutôt d'accord là-dessus, hein. Donc on peut voir ça un peu comme beaucoup justement de blabla, de parlotte, plus de narrative qui avait été fait justement sur les anciens, on va plutôt dire dirigeants fondateurs de tout ce qui se passait. Et là, on est plus quand même sur quelque chose où il y a beaucoup moins de blabla, on est plus dans l'exécution. Donc c'est quand même un modèle un peu différent. Replacer le hub en tant que hub et ensuite peut-être garder un peu plus de contrôle sur ce qui se passe autour. Donc la théorie des AppChains, on a vu que ça fonctionne, on a vu que ça fonctionnait moins bien du côté un peu décentralisé, on n'a plus le contrôle sur tout. Peut-être que maintenant l'idée ça va être de justement réunifier tout ça et justement petit à petit garder le contrôle avec les PSS, etc. Mais aussi laisser un peu l'écosystème s'avancer. Donc c'est vrai qu'on trouve quand même
enfin, je trouve un bon engagement, en tout cas autour de tout ça. Mais du coup aussi, il y a vraiment quelque chose qui... Ouais, enfin, je disais oui, c'est nouveau parce que enfin, maintenant on veut faire du hub un produit. Alors par contre, si je peux ajouter un bémol, c'est la théorie de l'AppChain en prend un petit coup. Je trouve ça un peu néfaste en termes d'image pour le Cosmos Hub d'avoir eu un partenariat avec Neutron et aujourd'hui d'être... Alors, je sais pas ce qui est dit. Moi, je vois ça comme pour moi, le hub avec le Cosmos Hub permissionless, clairement, c'est un neutron killer. Pour moi, hein. C'est vrai que c'est pas un message qui est véhiculé. Ça s'est vu sur le prix. Pour moi, je vois plus trop l'intérêt à Neutron. Mais ils sont en train de développer des trucs cool. Il y a des gens compétents chez Neutron. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Ils font des trucs sympas. C'est une bonne blockchain. Alors, le pire, c'est que le Cosmos Hub veut aussi avoir un DEX parce qu'en fait, ils veulent de la liquidité facilement accessible pour pouvoir faire du bridge rapide éventuellement, pour pouvoir faire des swaps et tout ça parce que c'est l'endroit idéal pour ça. Finalement, si ça transite par là, bah, tant qu'à faire, tu veux passer de l'Ether à autre chose, à de l'atome. Si tu as de la Pas que liquidité ça soit sur place, direct, hein. c'est un peu rapide. Et donc, il y a l'idée d'avoir... T'as plutôt raison là-dessus, et je pense que si on venait à lancer par exemple un DEX natif sur le Cosmos Hub, on verrait peut-être directement est-ce qu'il y a vraiment cette différence d'attractivité. C'est ça aussi ce qui va se passer. Peut-être faire un test, dire ok, tout ce que les gens veulent. Au final, on va peut-être revenir à nos bons vieux. Je me rappelle plus le nom du premier DEX qui avait été fait sur le Cosmos Hub, mais GravityDex. Gravity DEX. Voilà, on va revenir aux bases. Mais bon. Non, mais là, je pense que le défi, c'est vraiment d'attirer la liquidité. Le GravityDex, pour moi, c'est une expérience assez marquante. Et ils ont lancé leur DEX sur le Cosmos Hub en même temps qu'Osmosis, quasiment. Sauf qu'Osmosis a littéralement imprimé des tonnes d'osmo pour inciter à cette divisée à apporter de la liquidité, ce qui a marché. Les gens ont apporté beaucoup de liquidité. Et le Gravity Dex, l'ont pas fait. Ils voulaient pas imprimer d'atomes. Ils voulaient pas rajouter de l'inflation à atomes. Il n'y a pas eu d'incitation à mettre de liquidité et il n'y a pas eu de liquidité. Les seules personnes qui ont apporté de la liquidité, c'est ceux qui espéraient un token. Ils se sont dit, il y aura peut-être un airdrop, donc je vais apporter de la liquidité. Et au final, il n'y a pas eu d'airdrop, il y a juste eu une suppression du DEX sur le Cosmos Hub. Voilà. C'est une expérience qu'il faut pas oublier. Aujourd'hui, Osmosis imprime beaucoup moins d'osmo, mais ils ont la liquidité, ils sont reconnus en tant que DEX de l'écosystème. On verra. Pour le moment, les gens n'ont pas trop avancé, en tout cas, comment on pourrait collaborer Osmosis, ou peut-être merger même avec Atom. Il y a eu des discussions, c'est toujours pas fini. Je crois que c'est plus pour le moment un peu séparé, donc on ne verra potentiellement pas de merge. Mais en tout cas, il y a un sujet que là, que justement, on en parle beaucoup, c'est cette liquidité qui avait été un peu comment ça s'appelle, en absence, on va dire, pendant les dernières années depuis le crash de Terra et de l'UST sur l'écosystème, donc ça nous avait beaucoup impacté. Je sais pas si vous avez suivi à ce moment-là, mais en gros pendant bien deux années, donc après le crash de l'UST et de Terra Luna, l'écosystème complet était backé en fait sur l'UST parce que c'était le seul stablecoin qui était basé sur Cosmos. Donc toutes les applications étaient basées dessus et bien sûr tout s'est écrasé en même temps. Donc évidemment, l'arrivée de Noble nous a offert du coup l'USDC natif, émis du coup aussi par Circle, un acteur quand même assez conséquent. Et là, on a pu voir qu'en une année, on a réussi à printer à peu près 500 millions d'USDC. Donc il y a une très grosse demande, principalement via DIDX, hein, il faut pas se cacher non plus. C'est vraiment le plus gros acteur dans l'émission de l'USDC. Mais Noble nous surprend toujours et nous lancer un petit stablecoin à sa propre sauce, l'USDN, donc l'USDC Noble. C'est assez drôle d'ailleurs, je trouve, appeler ça son dollar noble pour des Français, je trouve ça plutôt cool. Et du coup, qui est donc ce qu'on appelle un stable bearing yield, c'est-à-dire que on va le backer directement sur du T-bill, c'est-à-dire que vous allez pouvoir gagner du dollar à le posséder. Vous n'avez pas besoin de le staker ni rien, vous avez juste à posséder de l'USDN et vous allez pouvoir gagner donc à peu près 4 à 5%. C'est ce qui se passe. Alors moi j'ai une question là-dessus, c'est comment vous voyez un peu justement ce mouvement et qu'est-ce que ça va peut-être apporter. Donc est-ce que ça va bon, alors c'est sûr, ça va rapporter un peu plus de liquidité. Il y a des gens qui vont s'y intéresser. Est-ce que ça va aussi être des nouvelles use cases pour la DeFi? Est-ce que ça va apporter potentiellement aussi des risques? Voilà, je sais pas du coup comment vous voyez ça, mais positif, négatif? Alors pour moi, complètement positif. Déjà, ça, y a pas, je vois pas ce qu'il y a de potentiellement vraiment négatif là-dessus. Ça a commencé, ils ont envoyé ça
ça fait moins de 48 heures, je dirais peut-être 30 heures, un truc comme ça, peut-être un peu plus. J'ai regardé un petit peu avant le call, c'était déjà 6 millions, je crois, 6 millions au total, qu'ils ont On a atteint le récupéré cap. dans leur USDN. Alors, juste pour présenter à ceux qui savent pas trop, donc l'USDN, c'est un stablecoin, donc USD, qui est backé par les T-bills, donc c'est les coupons du Trésor américain. En gros, c'est les coupons que le Trésor américain émet, et en ce moment, c'est à peu près à 4,15%, je crois, d'APR. De Donc, ça veut retour dire annuel. que, de retour annuel. Ce que vous savez pas forcément, c'est que quand vous avez de l'USDC, de l'USDT ou tous ces machins-là, en fait, derrière, euh, c'est ce que Circle ou d'autres, genre Tether, etc., ils vont avoir aussi. Donc, eux, ils se gardent le yield, en gros. Ouais, Circle, c'est ça. ils te donnent juste un USDC, et puis après, ce que ils ont, c'est ils ont le yield et ils se le gardent pour eux. Là, ce que Noble propose de faire, c'est de partager le yield. Je pense qu'ils s'en prennent quand même une partie pour eux, mais partager au moins Évidemment. avec tout le monde, avec nous, via l'USDN. Et donc, on peut voir voilà, qu'il y a déjà beaucoup de demandes en très peu de temps. Donc, il y a plus de 5 millions, peut-être 6 millions de dollars qui ont converti en fait de USDC à USDN parce qu'il faut passer par une phase de conversion déjà. Et après, alors aujourd'hui, il n'y a que 2 use cases possibles aujourd'hui de l'USDN, 2 pools, 2 vaults dans lesquels on peut déposer l'USDN pour avoir soit des points, donc des points Noble, un peu comme les droplets et tous ces trucs à points, là, tous ces projets, soit avoir du yield supplémentaire. Alors comment ça marche? Brièvement, ceux qui vont récupérer des points, ceux qui mettent dans le vault à points, ils vont euh, pas avoir de yield. Ils vont juste garder leur USDN, point barre. Et tout le yield de ceux qui ont mis là-dedans, dans ce vault à points, va pour ceux qui ont mis dans le vault à yield. Donc, tu as le yield vault, points vault. Donc, ce que ça permet, c'est que le yield vault, il est aujourd'hui, enfin là, je regardais avant, il était à 18%. C'est-à-dire que tu as les 4% de départ, de base, et tout ce Mhm. que ceux qui ont mis dans le Points Vault n'ont pas va pour ceux qui ont dans le Yields Vault. Donc il y avait si tu mets aujourd'hui des USDN dans le Yields Vault, en gros environ 19% d'APY sur du stable, sur un USDN. Donc c'est vachement intéressant. Et ce que j'ai trouvé malin sur l'approche de Noble là-dessus, c'est que les points, donc ils disent pas vraiment ce que ça va donner, mais en gros, on peut imaginer que ça va donner un airdrop à la fin, au bout des 4 mois, parce qu'ils font une campagne a priori sur 4 mois. Un airdrop de Noble, qui est quand même la chaîne WA, Real World Asset, qui émet l'USDC, etc. Donc ça a quand même une certaine valeur. Ils ont levé 15 millions de dollars il n'y a pas si longtemps. Ouais. Et donc, tu te dis, voilà, ok, je vais avoir des points, mais les points, tu les récupères à partir de 30 jours, tu commences à gagner des points. À partir de 30 jours, tu as laissé tes USDN dans la Vault, Points Vault. C'est-à-dire que si tu déposes aujourd'hui, c'est que dans 30 jours que tu commenceras à accumuler des points. Jusqu'à ce que tu arrêtes, jusqu'à ce que tu withdraw, par exemple. Et si tu continues pour 2 mois, tes points, tu vas avoir un multiplicateur, genre fois 1,25. Si tu laisses pour 3 mois, ça va gagner fois 1,5 à partir de ces 3 mois-là, et 4 mois, Mhm. 1,75. C'est-à-dire que les gens qui ont déposé dans le Points Vault vont pas vouloir retirer. Ils peuvent, hein. C'est possible de faire un withdraw n'importe quand. T'es pas bloqué, tu peux faire un withdraw. Mais les gens qui déposent là-dedans, ils vont se dire, ah, je vais avoir une partie de l'airdrop, etc. Mais si je retire maintenant, déjà s'ils retirent dans les 30 jours, ils gagnent rien. Ils ont 0 point. Plus ça passe, plus ils vont gagner de points parce qu'il y a les multiplicateurs. Et donc pour moi, ce que ça fait, c'est que les gens qui ont mis là-dedans, ils vont pas vouloir retirer, ils vont la rester ou en rajouter. Certains vont de nouveau vont rentrer. Plus il y a de personnes qui vont dans ce vault, plus ça augmente le yield du yield vault, puisque c'est leur rewards à eux qui vont pas avoir accès, qui va pour le yield vault. Donc plus ça incite des gens à mettre dans le yield vault. Donc c'est les 2 vaults s'incitent ensemble à augmenter
il n'y a aucun intérêt à retirer parce que tu arrives à des yields de, ouais, comme j'ai dit, hein, 19% sur du stable, c'est quand même imbattable aujourd'hui. Et de l'autre côté, si tu retires de ton Points Vault, tu dois dire adieu au point que tu aurais pu gagner la raison pour laquelle tu as mis dedans. Donc pour moi, c'est assez malin et c'est vraiment voilà, des deux côtés, ça incentivise à aller mettre de l'autre côté. Donc pour moi, les 5 millions, 5-6 millions en 30 heures, ça va exploser, ça va aller bien plus loin. Et ces 4 mois, je pense, vont leur permettre de trouver enfin, je pense qu'ils ont déjà les partenariats. Ils ont dit qu'il y aura des partenariats avec différents projets, etc. Et ce qu'ils proposent aux projets avec qui voudraient euh, créer des partenariats avec Nob là-dessus, c'est que les projets qui vont utiliser l'USDN, c'est à eux de décider ce qu'ils veulent faire du yield. En gros, pour les utilisateurs, ça pourrait être tout simplement un stablecoin. Donc ils vont déposer de l'USDN sur le projet, imaginons, et c'est comme de l'USDC, c'est un stablecoin, un bar. Pas forcément, ils n'ont pas besoin de réfléchir à ce que ça gagne du yield. Et par contre, c'est le projet qui, lui, va récupérer le yield de l'USDN qui est déposé chez lui. Et le projet peut l'utiliser, ce yield, tout à fait de manière comme il veut. Il pourrait le redistribuer à ses stakers. Par exemple, imaginons qu'il y a une DAO et il peut dire voilà, tout le yield USDN, je le redirige à mes stakers sur la DAO. Il peut le rediriger à ceux qui mettent en LP. Il peut en faire vraiment tout ce qu'il veut. Et c'est ça qui, du coup, amène un intérêt. Aujourd'hui, tous les protocoles qui ont de l'USDC, genre tu peux penser à Mars, tu peux penser à Nolus, tu peux penser à tout projet qui accepte de l'USDC. Ouais. Si demain ils acceptent de l'USDN, ils ont la même chose que l'USDC avec 4% de yield qu'ils peuvent utiliser pour faire ce qu'ils veulent. Du coup, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Alors, je sais pas si ça existe beaucoup à l'extérieur du Cosmos, ce genre de yield-bearing stablecoin. Je crois que c'est un peu ce que voulait faire Usual. Alors, je sais pas, j'ai pas trop suivi Usual, après où ils en sont, même si bon, c'est des Français, on devrait les supporter un petit peu. Mais, ce que je veux dire, c'est que voilà, ça pour moi, c'est quelque chose qui peut amener des gens qui sont en dehors de Cosmos Ecosystem, qui sont en dehors de Cosmos, à s'intéresser à développer des applications, des trucs dans le Cosmos, parce que s'ils ont accès à l'USDN, c'est bon. Et pour terminer là-dessus, ce que veut Noble là-dessus, c'est aussi de s'étendre en dehors du Cosmos avec l'USDN. Et de pouvoir utiliser, de ce que moi j'en comprends, l'IBC Eureka du Cosmos pour aller déverser de l'USDN dans Ethereum. Et alors là, oui, après, oui, c'est leur idée. C'est pas que dans un sens, c'est pas la liquidité avec le Cosmos, c'est pas que, oui, on va accaparer, on va prendre une part de liquidité qui est sur Ethereum parce que Ethereum, c'est là où il y a tout ça. Et aujourd'hui, si on peut aussi fournir à Ethereum un stablecoin qui gagne du yield, qui a du yield et que les applications sur Ethereum se rendent compte de l'intérêt d'avoir ce type de stablecoin à disposition et autoriser les utilisateurs à les déposer, à en faire je sais pas trop quoi en DeFi. Pour moi, c'est potentiellement un game changer. Après, bon, j'ai peut-être tendance à être optimiste, mais j'y crois et je pense que Noble a une capacité de parler à d'autres projets que à l'intérieur du Cosmos. Ouais, c'est super intéressant. Effectivement, je pense que ça existe. Effectivement, c'est ce que voulait faire Usual et je crois, enfin, faut pas parler au passé, hein. Usual, ça existe toujours. Il y a eu un souci, mais je crois qu'il y avait aucun scam, d'après ce que j'ai compris. C'est juste que c'était écrit dans les règles, mais que personne lit absolument tout quand il s'agit de... Je pense que c'était complexe. Il y avait 3 ou 4 différents tokens, D0, le Usual, parce que déjà, il faut savoir que le Usual, c'est juste un token. Hein. Le Usual, c'est un token de gouvernance. Ouais.
Usual M, c'est le token un peu dans le même style que l'USDN. Sauf qu'en fait, ils ont gardé le yield pour eux. Enfin bref, il y a eu des trucs un peu variables. C'était un peu plus, on va dire un peu plus, ouais, voilà, manigancé, on va dire que pour attirer surtout beaucoup de liquidités early et essayer de gagner le marché, que l'approche que USDN a eue, que bah voilà, tout simplement Je pense délivrer le que token et dire bon allez, l'USDN, amusez-vous c'est quoi. simple, c'est compréhensible, et quand tu vois leur interface, c'est clair. Il n'y a pas de fioriture, c'est juste, tu as 2 volts, tu poses là, tu sais ce que tu as, et point barre. Pour moi, je pense que Noble, ils sont bons dans la simplicité. Et on a besoin d'un peu plus de simplicité aussi sur des trucs comme ça. Je veux dire, si on veut qu'il y ait une adoption, il faut quelque chose que tout le monde puisse comprendre. Pas besoin de Des petites PhD en choses à crypto. rajouter de ton côté, Victor? Ouais, non, enfin, tout a été dit. Juste, je vais même accentuer, je veux dire, l'importance des stablecoins. Je suis pas sûr qu'il faille en rajouter. Je crois que tout le monde sait à quel point c'est important. Je veux dire, dans l'écosystème Cosmos, on a eu un. Ça, c'est, comme tu disais, il s'est cassé la gueule et l'écosystème a pris très très cher. Là, ce serait même bien d'en avoir d'autres. Je veux dire, là, on est inondé du SDC. A priori, l'USDC, c'est costaud. Je sais pas. Moi, je fais confiance à l'USDC, mais on en a qu'un. Ce serait bien d'en avoir d'autres, même si c'est l'USDT qui a moins bonne presse, mais un petit mélange des deux, ce serait pas mal. Là, l'USDN, je crois que c'est pure Noble, je crois pas qu'il y ait de lien avec Circle. Ah, c'est pas lié à Circle. T'as un lien avec un autre token qui s'appelle le M. C'est Le encore autre M0, ah chose. oui, c'est un protocole, c'est un autre protocole. Donc effectivement, c'est bien. Moi, je trouve ça génial. Comme tu l'as dit, Harley, c'est le business de l'USDT, qui est l'une des boîtes Tether est l'une des boîtes qui a fait le plus de cash sur l'année passée, d'après ce que j'ai compris, Oh juste oui. avec ce concept-là. C'est-à-dire qu'on leur file des dollars pour avoir de l'USDT, eux, plutôt que de garder passivement ces dollars, ils vont les investir sur des trucs sans risque, mais c'est des trucs qui rapportent de l'argent, et l'argent, ils le gardent pour eux. Là, ce que propose Noble, comme ça a été dit, c'est de redistribuer une part, je pense, effectivement, une part de ses gains. Et c'est tout à fait noble. Bah, c'est sûr que si tu prends et que tu gardes 4% de 100 milliards tous les ans et qu'en plus ces 4 milliards, tu les remets du coup à 4%, Ouais, etc. C'est sûr que le business model, et c'est bien sûr sans partnership, c'est sans yield, c'est vraiment de base. C'est ce qui se gagne en fait. C'est clairement scandaleux, oui. ouais. Voilà, c'est très bien que ça aille dans ce sens. Il faudrait que ce soit bien plus connu. Effectivement, il faut espérer que ce soit utilisé. Et on peut imaginer, je ne sais pas si Noble a l'ICA, est-ce qu'on peut créer un compte, un Etherchain account C'est pour pas Noble? très fonctionnel aujourd'hui. La RSIA, Mais de toute façon, c'est permissionné pour le moment, je crois, sur Noble les contrats. Non? Il n'y a pas de smart contract les dessus. contrats, je sais pas s'il y a des contrats, mais en tout cas pour ce qui est à Noble aujourd'hui, c'est, je sais pas, quand tu parles de permissionner, tu parles peut-être des validateurs, c'est du proof of authority. Ils ont genre un token Noble chaque validateur. Donc, s'il y a un token, parce que c'est un peu ce que les gens attendent, j'imagine, avec les points. Je veux dire, les gens Oui, oui, bah vont ça, attendre d'avoir un token, même si tu mets pas des Noble n'a points pas le pour droit rien, quoi. n'a pas le droit de communiquer là-dessus de point de vue légal. Il y a Euh, quand même des gens actuellement qui payent l'espoir de ce token euh, à hauteur de minimum 4% C'est par ça. an. Ils se Tu offres payent, ton yield pour avoir du point, quoi. exactement, ils sont en train d'offrir leur yield pour avoir des points. Derrière, ils ont et intérêt à offrir et quelque chose. pour convertir du SDC à USDN, tu as 0,1% de fees. Voilà, donc ils prennent quand même un fils Ils quelque prennent part. aussi un petit peu. Et je sais pas dans l'autre sens, mais c'est possible que dans l'autre sens aussi, genre quand tu fasses du SDN à USDC. Pour l'instant, c'est pas encore disponible. On peut pas encore repasser en USDC. Si vous êtes intéressé et vous voulez passer en USDN, faites quand même attention parce que je sais pas quand est-ce qu'on pourra repasser en USDC. Donc mettez que de l'argent dont vous aurez pas besoin très prochainement. Pour Sachant l'instant, il n'y a que pas de moyen. 0,1%, il te faut au moins une semaine ou deux de yield pour à peu C'est près ça. couvrir tes frais, C'est quoi. une semaine de deal, mais après, si tu peux pas leur vendre ton USDN, si tu peux pas le ressortir, c'est que si t'as besoin pour tes dépenses ou je sais pas trop quoi, là, pour l'instant, l'USDN, tu peux rien en faire d'autre que le mettre dans les vaults. Tu peux pas Ah, parce qu'il retourner n'est en pas utilisé. USDC, tu peux pas reswap c'est coming soon. Ouais, il n'existe pas dans la défi sur Osmosis ou quoi que ce soit. Non, Il n'y il a est pas nulle de. part aujourd'hui. Il est pas, je pense pas qu'il soit transférable. Mais Euh, voilà, il n'est pas transférable. Tu peux pas encore. Il y a mis. J'ai vu le site, il y a marqué coming soon. Donc pour le moment, c'est que sur Noble. Après, tu pourras le déplacer sur Osmosis, sur Cosmos Hub, sur DIDX, whatever. Peut-être que justement DIDX, d'ailleurs, tournera là-dessus, on verra. Dans Hmm. l'idée, pour le moment, bon, il y a des caps. Le cap est atteint.
quand vous écouterez cette vidéo, peut-être il aura changé. Mais pour le moment, si vous utilisez, parce que c'est intégré directement dans Kepler, donc c'est ça aussi qui est cool, vous allez avoir les petites bannières, genre earn up to 4% USDC. Vous allez pouvoir transférer vos USDC de la chaîne que vous êtes à Noble et ensuite pouvoir faire le changement de USDC à USDN. Si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que le cap est atteint. Les warnings sont pas encore ouf sur Kepler, mais si vous allez sur le site du coup de USDC Noble, USDN Noble, donc je crois que c'est dollar Noble ou je sais plus quoi, vous pouvez aller voir directement. $.noble.xyz. Vous allez pouvoir voir qu'il y a un peu plus de précision et il y a marqué dessus que du coup les caps du coup de liquidité sont atteints et que c'est pour ça en fait que vous ne pouvez pas faire le transfert. En tout cas très intéressant, ça va nous permettre du coup de rajouter un peu de DeFi dans l'écosystème parce que justement ça manque un peu quand même, hein, mis à part Osmosis, Mars, etc. On n'a quand même pas non plus trop de choix. Et dernièrement, il y a eu un petit lancement qui s'est fait cette semaine qui s'appelle du coup ShadeX. ShadeX, c'est du coup sur c'est sur Secret Network. Du coup, c'est Shade Protocol qui nous propose ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Écoute, c'est un DEX qui est au plus classique, on va dire, sauf que du coup, ils utilisent justement l'encryption de Secret Network, qui va permettre de faire le petit côté un peu privacy. Et ils ont ajouté donc avec Shadix deux features qui sont le lending et le borrowing. Est-ce qu'on peut me faire un petit rappel du lending et du borrowing rapidement? Victor, peut-être? Je t'ai dit que il faut que je l'utilise parce que ça a l'air sympa. Après, le lending borrowing, c'est un grand classique, hein. Tu déposes tes fonds si tu veux les prêter et toucher du yield en échange. Et puis, l'avantage donc c'est l'équivalent de ce qu'on trouve partout sur Mars, enfin partout. Et c'est vrai, t'as raison, il n'y a pas tant de protocoles que ça sur Cosmos, mais tu peux faire du lending sur UX maintenant, on appelle ça, je crois. UX, Nolus, Sur Mars. Mars, Nolus. Ouais, voilà, il y a quelques protocoles. Donc là, l'avantage de ShadeX, c'est que c'est chiffré, donc c'est privé, c'est sur Secret. Voilà, c'est basé sur des SGX, je crois, donc c'est basé sur du hardware. Yes. Pour ajouter un petit peu, donc, qu'est-ce que ça apporte d'être chiffré, si les gens se demandent. Euh, c'est que, par exemple, si vous déposez sur Mars Osmosis, Mars Neutron, etc., tout est ouvert. C'est-à-dire que tout le monde peut savoir quelle est votre position, quel est votre leverage, quel est votre prix de liquidation, à quel niveau vous allez être liquidé. Et donc, ça fait qu'il y en a, genre les experts qui marketing, machin, maker, etc., qui peuvent juste décider, ils voient une certaine un gros borrower ou je sais pas trop quoi qui a fait un peu de DeFi, qui a fait un short ou un long sur je sais pas trop quoi, ils peuvent se dire celui-là je vais le liquider, il me reste pas grand chose au prix. Manipuler les cours, ouais. Ah, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais c'est plutôt C'est ça, intéressant. c'est juste qu'ils peuvent faire en sorte, alors souvent il faut quand même, en fonction de quelle liquidité il y a sur le protocole, c'est plus ou moins facile. Je veux dire, si tu as beaucoup de liquidité, ça coûte beaucoup plus à faire bouger les cours, etc. Mais parce qu'il y a tous les arbitrageurs qui font le truc entre Osmosis, entre les SEX, entre tout, bref. Ce que permet ShadeX, c'est que personne ne peut le voir. Personne ne peut voir ta position, personne ne peut savoir qui va être liquidé quand, etc. Et donc, ça a un intérêt, le chiffrement. Ah oui, bah, il y a un très gros intérêt. On a vu les grosses liquidations sur AV. Voilà, c'est quand même intéressant. Après, pour revenir à ShadeX, donc Shade Protocol, c'est un DEX qui est là depuis longtemps, hein. Shade Protocol, il est là depuis plusieurs années. Sur Secret, c'est le DEX principal. Je sais même pas s'il y en a vraiment d'autres. Il y en avait avant, il y avait Button Swap, mais c'est fini. Et donc là, alors sur ShadeX, ce que j'ai vu, c'est qu'ils permettent, donc quand tu déposes, imaginons que tu déposes de l'USDC, tu as un token de reçu, un receipt, qui va s'appeler XUSDC. Donc tu déposes pour lending, donc tu veux prêter de l'USDC, tu prêtes, et tu as du XUSDC qui correspond à ta position de lending du SDC. Et après, alors ça c'est quelque chose où j'ai pas encore réussi à comprendre vraiment, mais tu peux staker ce X-Lending et tu as des rewards en SHD en plus. Alors, c'est peut-être juste des incentives mais je sais pas ce que ça apporte au protocole quand tu stakes, mais du coup, tu peux staker, tu as des rewards en plus. Donc là, il y avait, quand j'ai regardé, c'était genre 130% pour du X-Silk.
Donc si tu prêtes du Silk, tu récupères du X-Silk. Après, tu stakes ton X-Silk et tu as genre 130% de APY sur du Silk. Donc Silk, c'est le stablecoin décentralisé de Shade. C'est un stablecoin qui est censé résister à l'inflation. C'est pas un stablecoin adossé au dollar. Genre, il varie souvent entre 1,16 et 1,3 dollars dernièrement. Et donc voilà, avec le X-Silk, tu peux avoir 130% en tout cas en ce moment d'APY. Et ils avaient aussi la possibilité de mettre en pool. Donc par exemple, tu avais une pool, si tu déposes du ST Atom donc le ST Atom de Stride en lending, tu récupères du X ST Atom et après tu peux mettre une pool X ST Atom, ST Atom sur laquelle il y a des incentives en SHD de Shade et en STRD de Stride. Ça avait, au lancement, forcément c'est toujours la même chose, au lancement c'était 1500% de APY. Forcément après, à partir du moment où il y a plus de gens qui y mettent dedans, je crois que ça en était à 110 la dernière fois que j'ai regardé, 110% de APY sur un truc qui a pas de impermanent loss. Je veux dire, t'as pas de c'est du XST Atom avec du ST Atom, c'est le même comment on dit, sous-jacent, le même Ah accès. oui, normalement, oui. Donc Après, il y a toujours un un petit peu arbitrage, voilà, évidemment, un petit risque. mais on va dire que ouais, c'est très, 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 très bas, quoi. Avoir 100% là-dessus, c'est quand même pas mal. Après, Ouais, c'est pareil, plutôt combien de bien. temps ça va durer jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de monde qui rentre et que voilà. Après, il y a des limites aussi. Hein, ils mettent des limites quand même au lending. À voir, c'est intéressant, un truc en Mais plus. n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à check. Là, on voit actuellement, il y a des belles API, hein, même en supplying. Donc là, par exemple, même juste de l'USDC Noble, je vois du 10% avec en plus un supplying stake à 30%. Donc c'est quand même plutôt intéressant avec une utilisation rate à uniquement 65. Donc il y a encore un peu d'espace. N'hésitez pas à venir justement bridger un peu de liquidité, tester et faire des feedbacks à l'équipe. En tout cas, ça a l'air plutôt sympa. Il nous reste pas trop de temps, du coup, en parlant justement de toutes ces types de pools, ces earnings et tout ça. On a vu aussi qu'il y avait à l'époque sur Osmosis, du coup il y avait Khazar qui s'était lancé, donc c'est une blockchain qui était à part, qui permettait de faire des vaults et qui permettait justement aussi de générer un peu plus de revenus en fait que ce qu'une pool classique pouvait provide, avec des stratégies un peu différentes, etc. On avait vu aussi que ça fonctionnait très mal quand c'était très mal géré. Il y a eu pas mal de dramas, de catastrophes un peu sur l'équipe de Khazar et leur habilité à justement gérer des vaults. Et, justement, il y a eu une personne qui s'est amusé un peu de ça sur Twitter aussi beaucoup, qui s'appelle Don Kryptonian. Vous avez peut-être déjà entendu, hein, un peu un satire, on va dire, de Cosmos qui a fait beaucoup de trolling et qui se lance du coup dans sa première expérience en tant que builder, a créé du coup une petite application qui s'appelle Magma, qui est du coup, si je ne me trompe pas, des vaults aussi, hein, donc, de la même façon, pour essayer justement de faire justement un moyen plus efficace pour créer du yield sur tout ce qui va être earning. Est-ce que du coup on a un expert des vaults ici qui pourrait nous en parler un peu? Moi, un expert, c'est un bien grand mot. J'ai voulu essayer, en fait. Il faut savoir que c'est en bêta pour l'instant. Il a tout perdu. Non, mais j'ai mis quelque chose enfin voilà, un montant. Bon, voilà, si je le perds, je le perds. Écoute, Voilà. donc c'est en bêta. Effectivement, il faut prendre ça en considération. Ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir des gros bugs. Mais voilà, il y a quelques mois, j'ai découvert le fonctionnement de la concentrated liquidity. Enfin, je sais pas si vous voyez par rapport aux AMM, où on apportait de la liquidité de manière très simple. On mettait ça dans un AMM et puis ça nous rapportait des fees et éventuellement des incentives autres. Maintenant, avec le concentrated liquidity, c'est beaucoup plus fin en fait. Tu apportes de la liquidité dans des zones de prix, ce qui te permet de toucher des fees quand le prix est dans cette zone-là. Tout ça pour dire que c'est un peu plus complexe. C'est un métier d'apporter de la liquidité, ça l'est déjà dans la finance traditionnelle, c'est les market makers qui font ça. Sur les blockchains, c'est ouvert, tout le monde peut y participer, mais c'est un métier. Et donc pour optimiser ça, il faut être quand même assez régulièrement devant son écran, c'est sa liquidité, puisque des fois le prix sort de ta zone de prix, mais en même temps il faut pas le faire constamment, parce que sinon en fait j'imagine que tu as des pertes. Moi je suis pas expert de tout ça, mais en tout cas tu définis la zone de prix sur laquelle tu vas apporter ta liquidité. Plus cette zone est serrée,
ta liquidité est concentrée, donc plus elle participe à la liquidité, plus tu gagnes de fees tant que le prix reste dans cette zone. Mais vu que la zone est serrée, très très facilement, le prix va sortir de ta zone. Et donc du coup, si le prix sort de ta zone, tu vas plus gagner de fees du tout. Donc il y a une gestion à faire. Et là, ce que propose Magma Vault, c'est de proposer des vaults donc qui vont avoir une stratégie. Il me semble qu'il n'y a pas de doc pour l'instant vraiment sur Magma Vault. C'est vraiment de la bêta. Je suis pas sûr que. En tout cas, moi, je sais pas comment c'est Ah géré. oui. Pour moi, c'est un admin. C'est-à-dire que moi, ce que j'aurais voulu essayer, c'est la création d'un vault. Mais il faut être whitelisté pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas ouvert. Mais Tu moi, peux joindre le Discord. il faut joindre le Discord. Exactement. C'est ce que dit. J'ai pas été joindre le Discord. Mais potentiellement, c'est assez simple, effectivement. Mais moi, ce que j'imagine, c'est qu'effectivement, tu crées un vault. Tu dois définir une stratégie. Donc, tu dois, j'imagine, mettre peut-être un certain nombre de paramètres. Mais après, c'est toi qui administre ton vault. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui, derrière, va gérer la liquidité pour toi. Et il va prendre un pourcentage de fees, un pourcentage sur les commissions gagnées. Il va prendre, voilà, il va prendre un pourcentage sur les commissions gagnées. Donc pour moi, c'est comme ça que ça marche. Donc il y a quelqu'un qui va gérer la liquidité pour toi. Et effectivement, c'est ce que faisait Quasar, mais qui était une blockchain, qui pouvait le faire de manière automatique. Mais bon, je ne sais pas si c'est optimal de faire ça de manière automatique. Je pense qu'il faut s'adapter aussi au marché. Mais en tout cas, Ça n'a voilà. pas marché en tout cas. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, ça a du sens. Ça a du sens parce qu'en fait, le concentrative liquidity a apporté une complexité et les gens qui veulent se passer de cette complexité, bah, ils peuvent déposer dans le Magma Vault pour que quelqu'un la gère pour eux. Ok, c'est plutôt clair. C'est ce que je vois. C'est vrai que quand tu crées ton propre vault, ton admin fees est de 5% quand même. Donc c'est quand même plutôt intéressant pour les personnes qui savent maîtriser les vaults. Et je pense que du coup aussi c'est tout l'intérêt, c'est que si tu maîtrises bien ton vault, t'as des bons gros APR, donc les gens viennent apporter de la liquidité parce que tu sais le gérer. Du coup tu prends des fees et c'est mérité. Et en plus de ça, du coup il y a un petit fees de 0,04% pour du coup le protocole qui est vraiment minuscule, mais au final si tu accumules justement toutes les personnes qui viennent, donc les managers, gérer des vaults, ça peut être un modèle plutôt efficace, c'est plutôt pas mal. Et c'est juste pour ajouter un petit peu d'informations. A priori, complètement self-funded par Don Kryptonium. C'est lui Ouais. qui a payé de sa poche tout le développement. Il n'y a pas de VC, il n'y a pas d'investisseurs, etc. De ce qu'il a dit, ça a coûté à peu près $100 000 à développer. Et donc, yes, moi j'ai regardé un petit peu, ça me paraissait un peu complexe. J'aime pas quand je comprends pas. Il y avait pas mal, comme tu disais, de paramètres, il y avait pas mal d'informations que je maîtrisais pas, que j'arrivais pas à comprendre de quoi il en ressortait. J'ai pas mis de thunes dedans. Mais C'est du test hein, pour le moment. voilà, si vous êtes intéressé par la concentrated liquidity, créez vos propres vaults pour si vous vous sentez expert, je veux dire, et après avoir euh, des personnes qui vont mettre de la liquidité dans votre vault et puis tout manager, etc. Je veux dire, c'est cool. Je veux dire, j'aime l'idée. J'aime l'idée de pouvoir ouvrir à tout le monde la possibilité d'être manager, d'être voilà, manager d'un vault, et que après, bah, que ce soit ceux les meilleurs qui récupèrent plus de liquidité. Pour moi, ça fait sens. Si vous arrivez à avoir une bonne des rewards pour vos utilisateurs, ils viendront et puis ça peut être un moyen voilà, de, de se faire connaître, de gagner de l'argent, de plein de choses. Ouais, et surtout à noter, hein, n'oubliez pas, on en parle, c'est en bêta, que bien sûr c'est à vos risques et périls, hein, c'est vraiment juste pour tester. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé par cette thématique, n'hésitez pas à regarder, de rejoindre leur Discord si vous voulez en savoir plus. Tout est du coup sur leur site, donc magma.eco. Vous pouvez aller voir Eco, E-C-O, bien sûr, pas comme un écho. Si on pourrait pousser plus loin le raisonnement. À terme, l'idée, ce serait d'avoir des professionnels de la concentrative liquidity. On pourrait même imaginer qu'à terme, toute la liquidité d'Osmosis soit sur Magma Vault. Ah oui, bah à terme. Elle sera optimisée. Elle sera optimisée pour fournir de la liquidité et rapporter des fees. Mais vraiment, j'incite les gens qui sont un peu intéressés à utiliser la concentrative liquidity. C'est hyper intéressant. La pool @1 USDC. On a fait pas mal de fees juste parce qu'en fait, il y avait peu de liquidité et beaucoup de volume. Et du coup, voilà, qui dit beaucoup de volume dans peu de liquidité, en fait, tu prends pas mal de fees. Toutes les poules ne sont pas comme ça, mais quand il y a une poule avec peu de volume et l'inverse, beaucoup de volume et peu de liquidité,
il y a des fils Il y a dans la des tête. opportunités, même pour les plus petits. Ouais, c'est super. Là, bon, on est quasiment à 1 heure de live, donc je voulais juste parler rapidement d'un tout petit truc qui s'appelle du coup Bull versus Beer, qui a été lancé sur Neutron parce qu'on parlait justement de Neutron, qui a pas mal de petites applications, mais qui essaie un peu encore de faire sa place. Moi, c'est une application que j'aime beaucoup, qui est très drôle. Si vous aimez justement parier à la hausse ou à la baisse, et ben avec Bull et Beer, ce qui est marrant, c'est que vous allez pouvoir parier les deux en même temps. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire je parie du coup à la hausse tel token, donc l'atome par exemple, et je parie à la baisse le Bitcoin. En fait, ce qui est très intéressant, moi je trouve, c'est que bah si vous regardez des charts, bah par exemple, je sais pas, l'atome versus le Bitcoin, si vous pensez que sur sa valorisation entre guillemets en Bitcoin est vraiment très basse, du coup bah, que l'atome va monter en valorisation, vous avez beaucoup plus de chances à faire de l'argent, si vous voulez faire disons un levier à faire justement un short plus un long de cette façon-là, parce que du coup vous pensez que du coup l'atome va monter et que bah, potentiellement le Bitcoin devrait soit se stabiliser soit baisser. Donc c'est assez drôle. Ça apporte évidemment bien sûr des risques, mais vous pouvez faire des stratégies assez fun. Du coup aussi des trucs beaucoup plus simples, Atom One. Non, je rigole. Ça n'est pas encore live, je crois d'ailleurs dessus, mais on pourrait imaginer des petites stratégies. Je sais pas si vous avez déjà un peu essayé, mais c'est un modèle un peu différent. Ça existe pas. Je crois qu'il y avait un peu du levier sur Mars, mais je crois pas qu'il y avait Bah, de ce ce que j'ai type-là. compris, ce que j'ai compris, c'est que c'est une couche au-dessus de Mars. Ouais, c'est au-dessus, ouais. Je crois qu'ils utilisent Mars pour faire. En fait, en gros, c'est une simplification à l'extrême. Moi, j'ai pas utilisé, hein. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est une simplification à l'extrême du trading. C'est-à-dire que tu choisis ton camp et t'appuies et ça, en fait, ça place des positions acheteuses et vendeuses là où ça pourrait paraître, comment dire, obscur pour une personne lambda. Ça devient peut-être plus simple sur bull versus bear. C'est ce que j'ai compris, hein. Ça permet de simplifier le trading et donc du coup de permettre facilement de faire des shorts et des longues sans avoir à utiliser Mars, qui est une plateforme qui peut faire peur un peu de prime abord. Yes, c'est ça, de ce que j'ai compris aussi. Alors, Bull versus Bear, c'est déjà une appli du serial builder Deploydon. Sur Neutron, tu as l'impression il y a que lui qui fait qui fait tout plein d'applications. Il est quand même vraiment, c'est le mec qui s'arrête pas, Deploydon. Et donc voilà, il a développé Bull versus Bear et ce qu'il dit, c'est que quand tu fais, tu gagnes du yield en même temps sur Mars. Genre quand tu fais Hmm. ça va déposer de l'USDC pour faire un long, par exemple, et pendant ce temps-là, ton collatéral continue à gagner du yield en même temps que, et tout ça, en fait, c'est que dans le back-end, donc c'est vraiment quelque chose que l'utilisateur n'a pas besoin de se préoccuper, et c'est juste deux, trois clics. Hop, oui, je pense que ça va s'augmenter. Tu choisis ton levier, tu cliques, euh, je suis boule ou je suis bear, et puis voilà quoi. Donc ouais, enfin, Don, il est quand même bon à faire des applis qui ont une interface un peu sympa, pas, pas prise de tête, un truc plutôt vraiment en mode dégène, un peu vraiment en mode, Ouais, euh, c'est du rapide, c'est mais ça, utilisable. ça a du rapide, quick and dirty, mais fun. Et je pense que, enfin, Neutron fait une très bonne affaire en l'embauchant, on va dire, prenant dans leur équipe, parce que euh, voilà, il fait 50 applis. Alors, j'allais dire que c'est un Atmoner en mode Neutron, mais tout le monde ne connaît pas forcément Atmoner. Mais je sais pas combien de temps il dort par nuit ou par jour. Quand on est bon, on est bon. Ça va vite. Yes, yes. Mais non, ouais, c'est cool à essayer aussi. Pareil, bon, notre NFA, hein, comme toujours, c'est pas, on peut perdre de l'argent comme tout, je dirais, puis surtout quand on met du leverage, etc., du levier. Mais yes, ça peut être un truc. C'est sympa de voir des trucs comme ça qui viennent, euh, qu'on voit pas forcément ailleurs et qui arrivent dans le cosmos. Non, mais c'est beau enfin, de voir enfin, ça a toujours été le cas sur Ethereum, hein, depuis qu'il y a des plateformes de smart contract, c'est le cas. Ce que permet de faire la composabilité, c'est-à-dire qu'il y a Mars, et Deploydon, il s'est dit, bon, au-dessus de Mars, moi, je peux faire plein de choses, puisque je peux communiquer avec Mars, je peux utiliser Mars comme je veux. Bah, du coup, lui, il a fait, c'était comment, Jade, Jade, je crois, ouais. Jade USD. Qui a un peu le même principe que l'USDN, hein. Ça veut dire, Sans la couche régulatoire, je pense. C'est voilà, un peu je veux dire, problématique. c'est dans le sens où tu peux, si tu l'utilises,
tu gagnes pas les rewards et du coup les rewards arrivent pour ceux qui le stake dans le... Donc je veux dire, ça augmente le stake de ceux qui sont d'un côté et de l'autre côté, bah, ceux qui utilisent le Jade token, ils ont pas les rewards, mais ils ont le stablecoin qu'ils peuvent redeem à tout moment pour du USDC. Donc, là, c'est quand même des idées. Il a des idées et des applis qui développent et Sauf qui que, font Noble, c'est les bons du trésor américain et Jade, ça se base sur Mars sur les le intérêts de lending, Mars, sur les le lending intérêts de du Mars. lending de Mars. Yes. Et oui, mais donc je trouve ça cool, cette composabilité de se dire, je vais faire, ok, j'ai une appli qui marche bien, c'est Mars, mais je pense que je peux l'utiliser différemment et du coup, je vais proposer une autre façon de faire. Eh ben ouais, c'est pas mal. Là, je pense qu'on a un bon, en tout cas, livret que technique, DeFi et applications à utiliser pour vous. Donc n'hésitez pas. On a cité 3 applications. N'hésitez pas à les tester, à nous faire des feedbacks, à faire des feedbacks au team. En tout cas, sur le Telegram, les gens sont toujours là. N'hésitez pas à partager vos expériences. Si vous avez d'ailleurs d'autres applications que nous devrions essayer et potentiellement aussi parler durant le prochain podcast, potentiellement. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et toujours avec grand plaisir de partager toutes vos expériences. Merci Harley, merci Victor. J'espère qu'on se retrouve du coup bientôt Yes. pour un 4e épisode. Oui, évidemment. Oui. Ben parfait. Merci, Merci beaucoup et puis merci Sdilex. on se Merci retrouve à la beaucoup. prochaine. Allez, Salut, merci à toi. Salut. ciao. Salut.